Bonjour. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de programmation concurrentielle et de vieilles technologies. Mais avant de commencer, quelques infos sur moi. Donc, comme le disait Anaïs, je m'appelle Baptiste Langlade. Je suis architecte chez FIA, c'est une société basée sur Lyon. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille principalement en PHP. Et sur mon temps libre, je maintiens tout un tas de projets open source. Dans le lot, vous trouverez un framework de test, un ORM et tout un tas d'autres outils très utiles. Et à la base, ces projets, ils ont été créés pour faire une application qui est un crawler. Un crawler, c'est une application qui va parcourir Internet pour regarder les pages et les liens qui existent entre ces pages pour pouvoir indexer toutes ces données, pour en général faire tout un tas de traitements derrière, le cas principal étant un moteur de recherche. Donc le fonctionnement d'un crawler, ça va être d'aller visiter une première page, typiquement wikipedia.org, c'est-à-dire récupérer le HTML de cette page, parcourir le HTML pour voir quels sont les liens, les balises de liens, et à son tour aller visiter chacune de ces pages, et de façon récursive, comme ça on va pouvoir parcourir toute une partie d'Internet. Donc schématiquement, pour construire une telle application, dans sa version essentielle, ça ressemble à ça. On va avoir une gestion de fil de messages avec RabbitMQ, qui est un outil qu'on utilise assez régulièrement dans l'écosystème PHP, donc qui va nous permettre de gérer tout un tas de fils de messages. Et on va avoir un processus PHP, qui va avoir pour but de dépiler les messages de cette file de messages. Et donc si on met dans nos messages les URL que l'on veut crawler, le consumer va récupérer un message, prendre l'URL et faire l'appel HTTP pour regarder quels sont les liens dans le contenu HTML et va mettre les URL qu'il a trouvés dans cette file de messages, ce qui fait qu'on a un système qui s'auto-alimente et globalement on crée une boucle infinie. Mais pour initialiser notre boucle, il faudra d'abord mettre un premier message à la main dans notre file de messages, sinon notre système ne s'initialise jamais. Et si on traduit ça sous forme de code, ça pourrait ressembler à ça. On aurait une fonction qui décrit notre consumer. Donc c'est une fonction qui attend un message. À partir de ce message, on va vouloir extraire l'URL. Donc là, la fonction décode URL, c'est une fonction fictive, elle n'existe pas en PHP, c'est juste pour illustrer le propos aujourd'hui. Avec cette URL, on va la crawler, c'est-à-dire faire l'appel HTTP pour récupérer le HTML, analyser ce HTML et nous retourner une liste d'URL. Et avec cette liste d'URL, on va utiliser un client RabbitMQ pour lui dire publie cette liste d'URL dans notre queue, ce qui fait qu'on retrouve notre système qui s'auto-alimente. Et pour lancer ce consumer, là encore, on utilise notre client RabbitMQ, où on lui dit on veut consommer notre queue, donc notre file de messages contenant nos URL, et on lui passe à la fonction DUL pour lui dire avec quel consumer on veut dépiler tout ça. Et donc ce qui fait que notre queue, au final, elle ressemble un peu à ça. On aurait dans nos messages un premier message wikipedia.org, le message qu'on met à la main, qui quand il va être crawlé, ça va être générer les messages en.wikipedia.org, fr.wikipedia.org, et qui à leur tour, quand seront crawlés, généreront d'autres messages, et ce qui fait qu'on a une queue qui fait globalement que croître. Et ce qui est bien avec ce système, c'est qu'il est simple, vu qu'il ne se passe qu'une seule chose dans notre application, elle va être simple à débugger si jamais il y a quelque chose qui se passe mal en production, vu qu'il y a très peu d'états dans notre application, il se passe une seule chose, et c'est toujours une chose après l'autre. Par contre, elle est terriblement inefficace, au sens où justement il ne se passe qu'une seule chose dans notre application, et donc on va ne crawler qu'une URL à la fois, et même pire, quand on va crawler une URL, vu qu'on fait un appel réseau, notre consumer il va faire l'appel HTTP, mais du coup il va attendre le retour de cet appel HTTP avant de pouvoir extraire les URL et les remettre dans sa queue. Ce qui fait qu'on a un système qui va passer beaucoup de temps à attendre. Et donc si on veut améliorer les performances d'un tel système, on va pouvoir utiliser la parallélisation. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un consumer qui dépile un message à la fois dans notre système, on va démarrer deux consumers qui vont dépiler un message de la même file de messages. Donc, pour lancer un tel système, c'est aussi simple que lancer deux fois notre script PHP consumer.php. Et le e-commercial permet de lancer ces processus en background. Et ce qui fait que, aussi simplement que ça, on a doublé les performances de notre application. Et c'est plutôt cool. Par contre, dans le monde des crawlers, il y a un petit fichier qui va nous poser problème. Ce fichier, c'est le robot.txt. Ce fichier, on peut le retrouver à la racine de n'importe quel site web.
et il est à destination des crawlers pour leur dire ce qu'ils ont le droit de faire ou de ne pas faire sur ce nom de domaine. Globalement, ça ressemble à ça. Donc on indique à quel crawler on s'adresse avec le user agent. On va lui dire, tu as le droit de visiter telle URL, mais pas telle URL, parce que, par exemple, il y a des données sensibles dessus, et on ne veut pas que ça se retrouve dans un moteur de recherche. Mais il y a une directive qui va nous importer particulièrement aujourd'hui, c'est la directive crawl delay. Cette directive, elle va dire au crawler le temps en secondes qu'il doit attendre entre deux appels HTTP sur ce nom de domaine. Le but étant de limiter en fait, le nombre d'appels qu'on va faire sur un nom de domaine. Parce que si on arrive et qu'on fait 10 000 requêtes en parallèle, si c'est Google ou Facebook, ils ne vont même pas le voir passer. Par contre, si c'est la boulangerie du coin, le site il va tomber et il y a des gens qui ne vont pas être contents, des admin 6, qui devront remonter ce site-là. Donc si on veut être gentil avec les admin 6, on respecte la directive. Par contre, vu que maintenant on fait de la parallélisation, on a deux consommateurs, et donc potentiellement, ils vont pouvoir crawler le même nom de domaine. Et donc, s'ils le font en même temps, on ne respecte pas notre directive. Et donc, pour résoudre ce problème-là, on va devoir resynchroniser nos consommateurs, c'est-à-dire avoir une coordination entre les deux. Et en général, on passe par un fichier de lock. Donc là, un lock via le file system, il existe d'autres techniques de lock. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que pour respecter cette directive, quand on a un premier consumer qui va vouloir crawler un nom de domaine, il va écrire un fichier sur le file system pour dire « je suis en train de traiter ce nom de domaine », et ensuite il va faire l'appel HTTP pour crawler. Et le deuxième consumer, avant de traiter son URL, il va regarder s'il y a un fichier pour le même nom de domaine qui existe. S'il n'existe pas, parfait, il peut traiter son message normalement. Par contre, s'il existe, ça veut dire qu'il y a un autre consumer qui est en train de faire le job, donc il doit attendre que l'autre ait fini avant de pouvoir lui faire son traitement pour pas qu'il se marche sur les pieds. Et donc, en version code, schématiquement, ça ressemble à ça. C'est un appel de fonction, pareil, toujours fictif, c'est pour illustrer le propos, où on lui passe l'URL qu'on veut loquer. Et c'est forcément un appel bloquant pour attendre que, justement, il y a un autre consumer qui est rendu la main. Parce que si on ne bloquait pas là, il faudrait passer au message suivant, et du coup, on se retrouve dans un problème. Soit on ne traite pas certains messages, soit il se retrouve à être traité dans le mauvais ordre. Et donc, on va se retrouver où, potentiellement, on a un consumer qui pose un lock, qui va crawler, donc il attend le retour réseau, et on a un deuxième consumer qui, potentiellement, attend le premier consumer, et ce qui fait que, malgré la parallélisation, on a toujours un système qui est lent, parce qu'il ne se passe qu'une seule chose dans notre application. Et une autre approche pour régler ce problème-là, ça va être le partitionnement, aussi appelé sharding en anglais. Plutôt que d'avoir une seule file de messages où on stocke toutes les URL dedans, on va créer plusieurs files de messages, où typiquement on pourrait dire que la queue 1 contient que des URL en .fr, et dans la queue 2 que des URL en .org. Et pour chacune de ces queues, n'avoir qu'un seul consumer, et on sait qu'ils ne peuvent pas se marcher dessus, parce que justement, en fait, les URL entre ces deux consommateurs ne peuvent pas être les mêmes noms de domaine, vu que ce sont des extensions de domaine qui sont différentes. Et donc, ils n'ont plus à se soucier les uns des autres. Et donc, pour implémenter ça, ça ne demanderait pas grand-chose à changer dans notre code. On a toujours notre fonction crawl qui nous retourne notre liste d'URL. Cette liste, on va la scinder en deux pour faire une liste en .fr, une liste en .org. Et avec notre client RabbitMQ, on dit que le .fr va dans la Q1, le .org dans la Q2. Et voilà. Par contre, il y a quand même un problème avec cette approche, c'est que, par exemple, si on va crawler du wikipedia.org, ça va surtout nous retourner du wikipedia.org et très peu de .fr. Ce qui fait qu'on va beaucoup alimenter notre queue contenant du .org et très peu du queue dans notre .fr. Ce qui fait qu'on a un problème de balance dans notre système, où on va avoir un consumer qui aura beaucoup de messages à traiter, mais continuera toujours à en traiter qu'un à la fois, et notre consumer, l'autre consumer du .fr, va passer beaucoup de temps à attendre parce que justement, il n'a rien à faire. Et du coup, pour solutionner ce problème-là, la tentation en général est assez grande pour essayer de combiner les deux approches, faire de la parallélisation et du partitionnement. Et donc, ça ressemblerait à ça, où on a deux queues, deux consommateurs par queue. Et du coup, vu qu'on rajoute la parallélisation, on est obligé de réintroduire la coordination avec nos fichiers de lock. Et comme on peut voir là, avec très peu d'éléments, le schéma devient assez vite compliqué à lire. Et donc, débugger une telle application en production quand quelque chose se passe mal, c'est tout de suite plus compliqué.
Et même pire, c'est qu'au plus on va vouloir scaler notre application, au plus on va rajouter d'éléments dans notre système, au plus la complexité de notre système va exploser. Et donc viendra un moment où la complexité sera tellement grande qu'on n'arrivera même plus à comprendre ce qui se passe et donc à débugger notre application. Et donc là, je vous ai présenté ce problème-là sous l'angle d'un crawler, mais on retrouve ce genre de problématique dans la gestion de webhook, l'envoi de webhook, l'import de données de plusieurs clients, la synchronisation entre plusieurs applications de façon asynchrone. Globalement, dès qu'on fait du queuing, on tombe très vite dans ce genre de problème. Et en fait, le problème là, c'est que justement, on essaye de résoudre un problème de logique et donc de concurrence avec une problématique de performance de notre application, et on essaye de mélanger un peu les deux. Et donc, c'est ça le problème. Et donc, il y a des gens qui ont réfléchi à ça il y a très longtemps, et qui ont inventé ce qu'on appelle l'acteur modèle. Donc, l'acteur modèle, ça a été inventé en 1973, donc il y a plus de 50 ans, par un chercheur qui s'appelle Carl Lewitt, qui a travaillé notamment au MIT et à Stanford. Et en fait, la grande révélation de l'acteur modèle, c'est que pour gérer la concurrence dans une application, en fait, c'est d'éliminer la concurrence dans une application. En fait, c'était aussi simple que ça. Et donc, l'acteur modèle, il est conçu autour de deux principaux concepts. Donc, le premier étant l'acteur. L'acteur, il faut voir ça comme un processus PHP qui va traiter une file de messages de façon séquentielle. Donc la deuxième notion étant le message, qui est une structure de données qui va dire à l'acteur qu'est-ce qu'il doit faire à un instant T. Donc un acteur, ce qu'il va pouvoir faire quand il traite un message, ça va être de modifier son état interne, c'est-à-dire modifier ses variables PHP dans le processus. Et il va aussi pouvoir démarrer d'autres acteurs et leur envoyer des messages à leur tour. Et donc, dans sa version simple, l'acteur modèle, ça ressemble à ça. On va avoir un processus qui va faire tourner un acteur, là, un crawler, pour reprendre notre exemple. On va envoyer un premier message à ce processus pour lui dire quelle est la première étape qu'on veut faire dans notre système. Et après coup, il va s'envoyer des messages à lui-même pour lui dire qu'est-ce qu'il doit faire après chaque étape. Mais il ne va pas se réappeler lui-même, parce que sinon on va tout de suite avoir un problème de récursion et donc de call stack qu'on va dépasser. Et donc en fait, les messages, il va les publier dans ce qu'on appelle une mailbox, donc une boîte aux lettres. Donc il les publie dans un ordre donné, et il va les dépiler un à un, toujours dans l'ordre first in, first out. Et donc si on traduit ça sous forme de code, donc on aurait une classe PHP crawler qui implémente une interface actor. Cette interface, elle nous demande d'implémenter la méthode invoke, qui attend en argument un objet receive. Cet objet, il va nous permettre de définir le type de message qu'on va vouloir traiter avec cet acteur. En l'occurrence, on veut traiter des URL. Là encore, c'est une classe fictive. Et on va vouloir associer avec ça une fonction pour dire comment on veut traiter les messages de ce type-là. Et donc là, en l'occurrence, on retrouve notre fonction crawl qui nous retourne notre liste d'URL. Et cette liste d'URL, on va utiliser un objet qu'on appelle continuation, où on va lui passer en fait la liste d'URL pour lui dire de publier cette liste d'URL dans sa mailbox pour justement les enregistrer, et ce qui fait que le système va rappeler derrière cette même fonction avec la prochaine URL qu'on aura mis dans sa mailbox. Et ce qui fait qu'on retrouve là encore notre boucle infinie. Et donc pour faire démarrer, pour exécuter ce crawler, cet acteur, on va utiliser un objet système, globalement c'est une factory, sur laquelle on va appeler une méthode actor où on va lui définir le type d'acteur qu'on a dans notre système. On lui associe une fonction pour lui dire comment on veut instancier notre acteur. Là on fait juste un new crawler vu que notre classe n'a pas de dépendance externe, c'est une classe PHP standard. Et derrière, on va appeler une méthode run où on va lui dire le type du premier acteur qu'on veut exécuter dans notre système et le premier message à envoyer à cet acteur. Mais l'acteur modèle, où on a juste un acteur dans notre système, c'est pas très intéressant parce qu'au final, c'est juste une version plus complexe que ce qu'on sait déjà faire en PHP. Ça va être intéressant quand on va créer tout un tas d'acteurs. Et en fait, la stratégie de l'acteur modèle, c'est de diviser pour mieux régner. Le but, ça va être qu'on va avoir des acteurs qui vont créer d'autres sous-acteurs, qui vont avoir leur périmètre de concurrence bien défini.
et donc en faire en cascade comme ça. Et donc si on applique ça à notre exemple du crawler, ben, on va avoir un premier acteur qui va démarrer des sous-acteurs pour gérer les extensions de domaine, qui eux-mêmes vont créer des sous-acteurs pour gérer les noms de domaine précis, donc wikipedia.org, .fr, etc. Et ce sont ces acteurs tout en bas qui pourront aller vraiment crawler les URL parce que leur périmètre de concurrence est le leur, et ils ne peuvent pas se marcher avec d'autres acteurs parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'autres acteurs qui gèrent ces URL. Et là, dans le schéma, les flèches qui indiquent le sens des messages, j'ai mis que dans ce sens-là pour regarder un schéma simple, mais un acteur peut envoyer des messages à ses enfants, mais les enfants peuvent aussi envoyer des messages à leurs parents, et ils peuvent aussi s'envoyer des messages entre eux. Il n'y a pas de structure fixe de qui on peut envoyer des messages à qui, on envoie dans tous les sens. Et donc si on applique ça sur notre code, on reprend notre acteur crawler. Maintenant, il va avoir besoin d'un objet pour instancier d'autres acteurs. Donc c'est avec l'objet spawn pour démarrer des acteurs. Et donc on stocke ça dans une propriété de notre objet. Et derrière, quand on va crawler, enfin quand on va traiter une URL, on va extraire l'extension de domaine de cette URL. On va regarder dans un tableau de notre objet si on a déjà un sous-acteur qui a été démarré pour gérer cette extension de domaine. Si ce n'est pas le cas, on va spawn, donc démarrer un nouvel acteur du type child crawler. Donc c'est un nouvel acteur qu'on va voir juste après. Et une fois que cet acteur est démarré, on le stocke dans notre tableau pour pouvoir le réutiliser dans un prochain message, donc une prochaine URL qui serait la même extension de domaine. Et si vous faites attention au type de valeur qui est contenu dans notre tableau associatif, ce n'est pas une instance de notre child crawler, mais une instance d'une adresse. Parce que quand on spawn un acteur, on n'a pas l'objet directement, on n'a pas accès directement à cet objet pour le manipuler et appeler des méthodes. On a seulement l'adresse de sa boîte aux lettres, c'est-à-dire qu'on va seulement pouvoir envoyer des messages dans sa boîte aux lettres, et lui les traitera de son côté après. Et on verra pourquoi tout à l'heure cette distinction est importante entre la référence sur l'adresse et de ne pas avoir accès au crawler, enfin à l'acteur. Et derrière, pour envoyer un message à notre nouvel acteur, c'est aussi simple qu'un appel de fonction. On passe l'URL à l'adresse et ça publie cette URL dans la mailbox de notre acteur. Et donc, notre nouveau type d'acteur, child crawler, lui aussi implémente l'interface actor. Et là encore, lui aussi, il est capable de gérer des URL. Et quand on va traiter une URL, on va appeler à nouveau notre fonction crawl. Donc, il va nous retourner une liste d'URL. Et cette liste d'URL, on va l'envoyer à la variable sender. Et en fait, cette variable, c'est l'adresse de l'acteur qui vient de nous envoyer l'URL qu'on vient de traiter. Et en fait, cet acteur-là, c'est l'acteur qu'on a vu juste avant, donc c'est notre acteur parent. Et pourquoi on envoie les URL aux parents au lieu de les traiter nous-mêmes dans notre fil de message? Mais quand on va crawler une URL, on ne va pas forcément trouver que des liens de notre périmètre de concurrence. Parce que si on doit gérer du .org mais qu'on trouve du .fr, ce n'est pas à nous de le gérer. Donc en fait, on renvoie tout aux parents, qui lui va avoir la responsabilité de potentiellement créer de nouveaux acteurs et après router les messages vers ces bons acteurs qui ont le bon périmètre de concurrence. Et donc, pour démarrer nos acteurs, ça demande quelques changements. Donc notre crawler, il attend un objet spawn maintenant. Donc c'est un objet qui nous est fourni par le système. C'est de la tambouille interne, je vous passe les détails. Et on définit notre deuxième type d'acteur, donc notre child crawler. Pareil, on associe une fonction pour instancier notre acteur. New child crawler, il n'y a pas de dépendance externe, c'est aussi simple que ça. Et là, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on définit notre child crawler qu'une seule fois, mais on va bien pouvoir avoir plusieurs instances de ce type-là, donc de notre child crawler, parce que c'est notre autre acteur qui va les démarrer. Il n'y a pas de corrélation directe entre le nombre de types d'acteurs et le nombre d'instances de ces acteurs. Donc là, je vous ai présenté dans les grandes lignes, les grands termes d'acteur modèle et comment s'agence un peu tout ça. Mais quand on découvre ce modèle-là, c'est un peu obscur ce qui se passe. Mais si on traduit les termes, ça devient un peu plus lisible. Globalement, une mailbox d'un acteur, c'est une queue dans RabbitMQ.
et un acteur, c'est un consumer dans RabbitMQ. Au final, c'est pas bien plus compliqué que ça. Ce qui fait que notre application, elle va plutôt ressembler à ça, concrètement. On va avoir une instance de notre RabbitMQ qui va avoir plusieurs queues, une pour le .org, une pour le .fr, etc. Et un seul consumer pour chacune de ces queues. Mais là, si vous êtes attentif, vous devez vous demander, oui, mais du coup, on retombe sur notre problème de ressources initiales où on a un processus pour une queue, et du coup, il va passer beaucoup de temps à attendre. Oui, mais on a déjà résolu un premier gros problème, qui est le problème de concurrence, puisqu'ils ne peuvent plus se marcher sur les pieds, on n'a plus besoin de les synchroniser entre eux, on peut en faire en parallèle autant qu'on veut. Maintenant, pour revenir sur le problème de performance, tout à l'heure, je vous disais, un acteur, c'est un processus PHP. Je vous ai un peu menti. En fait, c'est ce qu'on appelle plutôt un processus léger dans le monde de l'acteur modèle. Et globalement, un processus léger dans le monde PHP, c'est ce qu'on appelle des fibers. C'est aussi simple que ça. Et donc, pour résoudre ce problème de performance, enfin de ressources, l'acteur modèle en fait, va combiner à la fois la parallélisation et la programmation asynchrone pour tirer avantage de ces deux mondes. Donc, pour faire un bref récapitulatif entre la différence entre les deux, la parallélisation, c'est j'ai un processeur qui a plusieurs corps. Sur ce processeur, on va faire tourner deux processus qui vont chacun exécuter une tâche de bout en bout. Et ces deux tâches vont bien être exécutées en même temps de bout en bout parce qu'on a plusieurs cœurs sur notre processeur. Donc ça va être utile pour des tâches qu'on appelle CPU bound, c'est-à-dire qui font que des calculs logiques, qui n'ont pas de dépendance externe. Là où l'asynchrone, c'est j'ai un processeur qui va faire tourner un processus. Dans ce processus, on va démarrer une event loop. Cette event loop, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va démarrer une première tâche. Cette première tâche, quand elle va faire un appel réseau, typiquement HTTP, plutôt que d'attendre le retour de l'appel réseau, ça va mettre en pause cette tâche et passer à une deuxième tâche, la démarrer, qui elle aussi potentiellement va faire un appel réseau. Donc pareil, plutôt que d'attendre le retour, va la mettre en pause, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nos appels réseau reviennent. Donc on ait le retour, nos appels HTTP. Et donc là, l'event loop va redémarrer nos tâches pour leur passer justement le résultat des appels qu'on a fait. Et donc l'asynchrone, ça va être utile pour des tâches qu'on appelle IO bound, c'est-à-dire qui font des appels réseau ou file system, parce que ce sont des appels où il y a un délai entre le moment où on fait la demande via les appels de fonction et le moment où on a le retour de la donnée associée. Et donc, combiner les deux, en fait, c'est démarrer plusieurs processus qui exécutent du code de façon asynchrone. On va avoir un premier process qui gère des tâches 1, 2, 3, par exemple, et un deuxième qui gère 4, 5, 6, et qui les entrelace, ce qui fait que plutôt que d'attendre à chaque fois le retour réseau, on essaye de faire autre chose à la place. Et ce qui fait que en fait, notre système il ressemble plutôt à ça, où on va avoir plusieurs consommateurs qu'on va pouvoir faire tourner dans un même processus, et ça, on peut le faire de manière safe, parce que justement, ils ne peuvent pas se marcher dessus, vu que leur périmètre de concurrence leur est propre. Et tout à l'heure, je vous disais que quand on instancie un acteur, on a seulement l'adresse de cet acteur et pas la référence de l'objet en question. Pourquoi? Parce que quand on va démarrer un acteur, potentiellement, l'enfant ne va pas tourner dans le même processus que son parent. Potentiellement, c'est dans deux processus différents. Et donc, il n'y a pas de lien fort justement entre nos acteurs et où est-ce qu'ils tournent. Ce qui fait qu'en fait, on peut les dispatcher n'importe comment. Et ce qui fait que, vu qu'il n'y a pas de lien dur, ça pourrait même être sur des machines complètement différentes. C'est complètement transparent pour notre code. Donc, la façon dont on code nos acteurs, c'est le système en fait, qui va s'occuper de router en fait, les messages au bon endroit. Nous, en tant que développeurs, on n'a plus à s'en occuper. Et ce qui nous amène à la liste des avantages de ce modèle-là. Le premier étant la scalabilité qui est virtuellement infinie, puisqu'on peut faire tourner plusieurs acteurs au sein d'un même processus. En fait, on peut faire tourner l'ensemble d'un système, donc d'un acteur modèle, au sein d'un processus, ou dans plusieurs processus sur la même machine, ou plusieurs processus sur plusieurs machines. Ce qui fait qu'en fait, quand on a une application, typiquement qui tourne, on va dire, sur 3 serveurs, qu'on arrive à la saturation des ressources de nos 3 serveurs, tout ce qu'on a à faire, c'est rajouter un 4e serveur, le déclarer dans notre système, et c'est le système qui va tirer avantage de cette nouvelle machine pour dire les nouveaux acteurs, je vais les mettre sur cette nouvelle machine, et donc tirer avantage de cette machine. Et pareil, quand on arrive à saturation de la nouvelle machine, on en rajoute une, et puis une, et puis une, et on peut scaler comme ça indéfiniment. L'autre avantage de ce modèle, c'est sa résilience à l'erreur, puisque quand un acteur démarre un autre acteur, en fait c'est un acteur enfant,
Et on dit qu'il a la responsabilité de son cycle de vie, au sens où si cet enfant va planter typiquement une exception qui n'a pas été catchée, ce que va faire le système, c'est qu'il va arrêter cet acteur, envoyer un message à son parent pour lui dire qu'est-ce que tu veux faire de cet enfant. Est-ce que tu veux le supprimer? Est-ce que tu veux le supprimer en relancer un nouveau pour être dans un état stable, repartir sur un état propre, ou remonter l'erreur à ton acteur parent pour lui déléguer en fait, la responsabilité de gérer cette erreur. Ce qui fait qu'en fait, de cette manière, on peut avoir une application qui élimine en fait, tout un arbre d'acteurs qui serait en erreur parce qu'il y a une corruption d'état quelque part, ou que sais-je, et donc redémarrer tout un nouveau tas d'acteurs, et donc avoir un système qui est très élastique, et donc qui gère bien toutes ces erreurs. Un autre avantage qui est un peu lié à ce système-là, c'est la notion de déploiement progressif. Parce qu'une application PHP standard, quand on veut déployer une nouvelle version de notre code, ben on déploie le nouveau code sur notre serveur, on arrête l'exécution, donc le routing vers l'ancien code, on fait changer pour que ça pointe sur le nouveau code, et ce qui fait qu'on a tout le trafic qui arrive sur le nouveau code. C'est pratique parce que justement, il n'y a qu'une version qui tourne à la fois dans notre application, de notre nouveau code. Mais le problème, c'est que déjà, on a une première interruption de service parce qu'il faut arrêter l'exécution sur l'ancien code pour le basculer sur le nouveau. Et si jamais il y a un problème dans notre nouveau code, en fait, tout le trafic arrive dessus et donc tout le monde est impacté par le problème dans ce code. Là où, avec l'acteur modèle, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir déployer le nouveau code, mais on va pouvoir envoyer un message à un acteur particulier pour lui dire « tu t'arrêtes dans le nouveau code et on te redémarre dans le nouveau code ». Et donc, on va pouvoir cibler comme ça des acteurs qui ont une criticité qui est faible, donc qui ont un périmètre assez petit, et donc les migrer un à un, comme ça, petit à petit, le temps d'avoir une confiance suffisamment grande dans le fait que notre nouveau code fonctionne bien, et comme ça, aller migrer des acteurs dont la criticité est de plus en plus grande. Et l'avantage de ce système-là, c'est que justement, on va bêta-tester quelque part le nouveau code avec des petits acteurs. Et la notion d'interruption de service, elle n'affecte qu'un acteur à la fois qu'on est en train de migrer, et donc on n'impacte jamais l'ensemble de nos utilisateurs dans un tel système. Il n'y a toujours qu'un tout petit périmètre qui va voir cette interruption. Et du coup, pour arriver à faire fonctionner tout ça, pour justement que les acteurs n'aient pas conscience de où est-ce qu'ils tournent, s'il y a un autre acteur qui tourne à côté, etc., on a besoin que, justement, ils ne soient pas conscients qu'ils soient exécutés de façon asynchrone. Mais en PHP, la programmation synchrone, on sait faire depuis l'existence de PHP. On a tout un écosystème pour faire ça le plus facilement possible. Faire de la synchrone en PHP, on sait faire aussi depuis de nombreuses années avec des projets tels que AMP ou React. Mais ce sont des écosystèmes qui ont du mal à communiquer parce que ce sont des façons de penser qui sont très différentes. Et donc, pouvoir passer de l'un à l'autre, en général, nous demande de réécrire beaucoup de code. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver un moyen d'arriver à unifier ces deux paradigmes, synchrone et asynchrone. Et c'est ce que je m'efforce à faire justement dans l'écosystème Inmine. Donc, ce sont les projets open source que je maintiens. Et dans cet écosystème, on est capable de faire tourner un code de façon synchrone puis asynchrone sans changer notre code métier. Ça va être le contexte global de notre application qui va changer pour passer de l'un à l'autre ou vice-versa. Et il est capable de faire ça grâce aux monades. Les monades sont des structures de données qui nous viennent de la programmation fonctionnelle. Donc il existe plusieurs monades pour nous permettre de résoudre différentes problématiques. Mais le point commun entre ces monades, c'est qu'elles vont nous permettre de définir qu'est-ce qu'on veut faire, mais pas comment faire les choses. Et en fait, l'écosystème Inmine va justement changer ce comment faire les choses pour passer de synchrone à asynchrone sans qu'on ait à changer notre code métier. Et donc, on peut passer de l'un à l'autre. Et si vous voulez voir comment on code justement avec ces monades, ce matin, je donnais une deuxième conférence sur comment générer des archives avec des grands volumes de données grâce à ces monades. Donc, le replay sera disponible en fin d'année sur la chaîne YouTube de la FUP. Et l'autre avantage de ce modèle et donc de cet écosystème, ça va être vis-à-vis des tests, puisqu'on peut faire tourner notre acteur de façon synchrone ou asynchrone de façon transparente. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est tester notre acteur de façon synchrone dans nos tests et l'exécuter de façon asynchrone en production sans qu'il y ait de changement de comportement. Là où en général, justement, la programmation asynchrone, quand on veut
tester ce genre de code, c'est tout de suite plus compliqué vu que l'ordre des opérations n'est jamais garanti. Et l'autre avantage de l'écosystème Inmine vis-à-vis de ces tests, ça va être son framework de test qui est basé sur le property-based testing. Pour faire simple, c'est une technique qui se base sur la génération aléatoire de données pour s'assurer qu'un système est toujours valide, peu importe les données qu'on lui injecte dedans. Et une des problématiques d'une application asynchrone, c'est que justement, vu que l'ordre des opérations va varier en fonction des latences réseau, en fait, on va pouvoir utiliser cette propriété de génération aléatoire de données pour faire varier artificiellement les latences réseau, pour justement s'assurer que peu importe les latences qu'on pourrait trouver en production, en fait, notre application va toujours fonctionner de la même manière. Et donc, faire tester ça avant que ça n'arrive en prod. Là encore, si ce sujet vous intéresse, j'ai donné une conférence il y a 2 ans ici même au forum PHP sur la présentation du property-based testing et comment on peut l'utiliser notamment avec PHP Unit. Et donc le replay est là encore disponible sur la chaîne YouTube de la FUP. Et du coup, je vous ai montré pas mal de code, mais un code qui fonctionne, c'est quand même mieux. Donc j'ai prévu une démo. Mais vu que je ne savais pas si on allait avoir du réseau, j'ai enregistré la démo, histoire de ne pas avoir d'effet de démo. Et donc globalement, c'est un script PHP, j'espère que c'est assez grand, qui va crawler en fait Internet. Donc au lieu de partir de Wikipedia.org, je suis parti du service public pour justement trouver plus facilement d'autres extensions de domaine, typiquement du .fr, .com, .u, etc. Et donc on peut voir tout ce qui se passe. Et ce qu'on peut voir à la fin là sur les lignes qui sont surlignées, c'est que nos acteurs en fait, donc chacun gère son extension de domaine, mais il n'y a pas de un acteur n'attend pas la fin de l'autre. Ils sont bien exécutés en même temps, entre guillemets, ce qui montre bien qu'on entrelace les opérations de chacun de nos acteurs, ce qui montre bien que notre code est exécuté de façon asynchrone. Donc cette démo, elle est disponible sur le repository InMindActors. Donc, et donc c'est le repository qui contient le framework que je vous ai présenté aujourd'hui. Mais c'est encore un package qui est en cours de développement, parce qu'il demande beaucoup d'abstraction pour arriver à faire tourner tout ça, et qui a une gestion des erreurs qui demande encore plus de travail pour que tout se passe correctement. Donc si le sujet vous intéresse, je vous encourage à aller vous abonner à ce repository sur GitHub. Et si vous voulez suivre mes travaux de manière plus générale, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Blue Sky ou Mastodon, sous le pseudo Babtou. Si vous avez des questions qui vous viennent dans les jours à venir et que vous voulez me les poser de façon privée, vous pouvez me contacter sur Signal. C'est le QR code à votre droite. Et le QR code à votre gauche vous emmènera sur la plateforme pour noter cette conférence et laisser des commentaires qui seront appréciés. Et l'URL tout en bas vous emmènera vers les slides de cette conférence. Merci. On a du temps pour les questions, du coup. Est-ce qu'il y a des questions pour Baptiste? Salut, merci pour la conférence, c'était super. Est-ce que tu pourrais rentrer un peu plus dans les détails concrètement avec un cluster Kubernetes, comment ça se passe pour faire du scaling horizontal? Est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu as des retours d'expérience dessus? Alors, c'est très tôt dans le projet quand même. J'en suis pas encore justement à cette étape de scaling. J'en suis pour l'instant à l'étape de déjà faire tourner tout le système dans un processus et gérer en fait, enfin construire tout le modèle qui va bien et gérer toutes les erreurs qui vont bien. Parce que cette étape-là, en fait, elle est assez cruciale avant de pouvoir scaler justement le système. Et en fait, ça demande beaucoup de travail pour s'assurer que tout est géré correctement. Mais donc, du coup, pour l'instant, je n'ai pas trop réfléchi à cette étape-là de comment s'intégrer dans du Kubernetes, par exemple. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai vu dans ton code, tu utilises des classes genre actor, etc., sans mettre de use, et du coup, je ne sais pas trop d'où ça sort. Est-ce qu'il y a des PSR ou... Non, il n'y a pas de PSR. Ce sont des interfaces qui viennent du package que je viens de mentionner. J'ai pas mis les use dans les slides. Même les slides, en fait, c'est une version simplifiée du vrai code. Parce que si je vous montrais tout, en fait, les slides, ça serait quand même bien plus dense que ça. Du coup, je voulais juste présenter aujourd'hui, donc j'ai omis quelques détails.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question? Plus de questions? Eh ben, on peut remercier Baptiste Merci. pour sa présentation.